Voilà. Merci Aline. Contrairement à l'apparence que j'ai, oui, je suis branché. C'est la seule manière dans laquelle je peux être branché. Merci Aline pour ces mots. 30 ans de banque, nobody's perfect, ne m'en voulez pas trop. Merci à Georges Alain qui nous a donné le mot d'encouragement de ce matin quand il a dit « tout n'est pas perdu ». Et je le rejoins dans ceci, donc si vous êtes là, je vais vous féliciter un peu plus tard, mais vous êtes aussi là idéalement pour apprendre quelque chose aujourd'hui. D'ailleurs, je vous promets qu'à la fin de ces 45 minutes, vous pourriez choisir pendant une dizaine, en fait ce sont 11, mais c'est pas grave, au-dessus de 3, le comptage devient difficile pour moi. Donc, parmi une dizaine ou 11 outils concrets, spécifiques, pour être mieux outillé, pour réussir mieux dans le changement avec bonheur. Maintenant, ça devient difficile pour mon petit cerveau. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, je commence avec l'agenda. J'ai réfléchi longtemps et je me suis dit, ouais, faisons quelque chose de complètement fou. Commençons avec l'agenda. Donc, je vais vous parler d'abord, Aline a déjà commencé le terrain, de notre croyance, au moins d'une croyance qui est largement répandue. Je vais vous parler de nos habitudes, croyances. Je vais surtout vous proposer une nouvelle croyance, ne serait-ce que pour la durée de la journée. Je vais même prendre tout mon courage à deux mains et vous parler de changement. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi il faut beaucoup de courage de parler dans cette salle du changement. Et après tout ça, ceux qui me connaissent savent que mes introductions durent parfois longtemps, mais je vais quand même arriver au sujet. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, j'ai réparti les 10 outils sur 5 thèmes. On va commencer par l'attitude. C'est joli le petit E en bas, c'est un peu de créativité. Ça arrive quand on crée une présentation sur Mac et après on la présente sur un PC, c'est rien de grave. Après je vais vous parler du temps. Ah oui, dans l'attitude je vais vous parler du stylo et de y croire, mais ça vous verrez tout à l'heure, donc allons pas trop dans les détails. Je vais vous parler du temps, pas du temps qu'il fait, mais celui, comme Catherine a dit tout à l'heure, et j'espère qu'elle écoutera bien quand j'en parlerai, celui qui nous manque. Parce que parfois on le perçoit comme ça. Donc du temps, et je vais vous parler de 2 to-do list. Alors, désolé, vous avez peut-être assez à faire avec une. Attendez, c'est peut-être pas aussi grave que ce que vous pensez. Je vais vous parler de l'échec. Oui, l'échec c'est aujourd'hui ma justification, ma crédibilité. Je n'ai pas fait des études. Et à un moment donné, je me suis posé la question comment je pourrais combler à ce déficit. Et j'ai trouvé que échouer quelquefois, ça compense largement des études que je n'ai pas faites. Dans l'échec, je vais vous parler de l'échec et de la culpabilité. Après, je parle de l'énergie, de l'urgent et de l'important. Si vous pensez que je vais vous ennuyer à ce moment-là, je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Et je vais vous parler de 3 cercles de préoccupation. Oui, je dis ça comme un teaser pour que vous restez. J'ai demandé qu'on ferme les portes à clé pour que les gens ne partent pas. On ne voulait pas. Ok. Et à la fin, je parle aussi de l'efficacité, parce que oui, comme Georges Alain a dit, tout ça s'applique à des projets, mais comme il a justement deviné, aussi en dehors. Donc, on va parler de l'efficacité. Qui a dit ce matin, Fabienne, qu'on n'a pas assez de choix? On va revenir sur ça. Donc, avec l'idée de décider moins et avec le principe du flow. Et après, il y a une conclusion avec l'11e outil. Le bon Dieu n'a pas pensé aux présentateurs qui ont là le machin pour avancer les cartes en nous donnant que 2 mains, mais je me débrouille, voilà. Il n'y a pas pensé quand il m'a donné mon cerveau non plus, donc c'est pas grave. Alors, commençons avec cette croyance très répandue.
je réussis, donc je suis heureux. Ça, c'est ce que nous croyons généralement. J'ai été éduqué comme ça. Et d'ailleurs, je peux vous dire, quand j'avais à peu près 20 ans, oui, j'étais une fois jeune. Oui, même moi, j'étais une fois jeune. J'avais comme objectif, il faut trouver un job. Et quand j'aurai mon job, je serai heureux. Après, c'était, quand je serai marié, je serai heureux. Après, c'était les enfants pour être heureux. La maison, la nomination à la direction, l'augmentation de salaire, vous les connaissez. Hein? Et je ne sais pas si vous connaissez Wilhelm Busch, parce que c'est un auteur plutôt allemand, qui a déjà dit « Tout besoin aussitôt satisfait en réveille aussitôt un autre ». Et c'était un peu ça ma quête du bonheur. À chaque fois où j'étais à 2 doigts du bonheur, il y avait autre chose qui manquait. Donc voilà, j'ai arrêté cette course à un moment donné et je reviens là-dessus. Mais juste avant d'y revenir, je dois parler de croyances, d'habitudes et de changements. Oui, vous avez suivi l'agenda, donc vous savez ce qui vient. Alors, les croyances, nous en avons plein. Nous sommes remplis de croyances et vraiment la mauvaise nouvelle est, même si vous croyez que ce soit les vôtres, ce n'est pas le cas. La grande majorité de nos croyances sont les croyances de nos parents, de nos frères et sœurs aînés, de nos anciens profs, des oncles, tantes et autres personnes qui étaient autour de nous, au tendre âge, entre 0 et 12 ans, parce qu'entre 0 et 12 ans, on n'en a pas encore de protection pour dire ça, je ne veux pas. Donc c'est là où on a tout pris. En plus, les parents, on les croit être des dieux. Donc, et c'est là où on a forgé nos croyances qui nous dirigent encore aujourd'hui dans nos décisions de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des croyances? Évidemment, on peut les garder. Hein. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans 99% des cas. On les garde, on vit avec jusqu'à nos derniers jours et merci papa et maman si ce n'était pas trop à côté. Après, il faut en supprimer quelques-uns. Mais zut, si c'était aussi simple, mais la vie n'aime pas le vide. Donc supprimer des croyances, ça fonctionne difficilement déjà parce que la vie n'aime pas le vide et deuxièmement parce qu'ils servent à quelque chose, ces croyances, même si on n'est pas toujours conscient à quoi ils servent. Donc par contre, la bonne nouvelle est on peut les changer, on peut les remplacer. Et alors je vous conseille plutôt de travailler là-dessus. D'ailleurs, juste pour le PV, je ne sais pas qui fait le PV, que ça soit dit, ce n'est ni facile, ni vite. Mais c'est possible. Voilà, comme ça c'est dit. Après, il y a les habitudes. Qu'est-ce que c'est une habitude? Une habitude, c'est quelque chose qu'on a fait une fois, consciemment. Ça nous a convenu de le faire au point qu'on a commencé à le répéter. Et c'est devenu une trilogie de déclics, d'une routine et d'une récompense. Donc c'est vraiment le déclic. Ça peut être un lieu, un moment, un sentiment, des personnes, une action précédente. C'est hyper bien décrit dans le livre The Power of Habit de Charles Duhigg, un livre que je vous recommande. J'aime bien prononcer le titre en anglais, comme ça donne l'idée que je maîtrise l'anglais. Donc voilà, je me suis entraîné. Après, il y a la routine. Et essentiel, après la routine, il y a la récompense. Alors, les buveurs de café, les fumeurs, tous ceux qui se brossent les dents ou qui se douchent, ou beaucoup d'autres habitudes encore, vous savez qu'il y a à l'issue de chaque habitude une récompense. Et après, ça recommence. On peut changer des habitudes, de préférence en gardant la récompense. Parfois, on peut aussi remplacer la récompense, mais abolir une habitude en laissant tomber la récompense, c'est presque impossible, parce qu'on aime tellement la récompense. Donc,
les fumeurs ou les anciens fumeurs savent de quoi je parle. Tant qu'on n'a pas trouvé une autre récompense à cette poussée de nicotine, moi j'ai cherché 25 ans une autre récompense pour l'avoir enfin trouvée, heureusement. Et il faut quand même que je vous le dise, il y a des habitudes phares. Parce que je vais conclure aujourd'hui sur une habitude phare. Des habitudes phares, ce sont des habitudes qui nous aident à faire suivre d'autres habitudes. Alors dans son livre, Charles Duhigg parle de personnes qui voulaient perdre du poids. Et ils ont découvert que les personnes qui ont pris l'habitude de noter ce qu'ils mangeaient ont réussi mieux que les gens qui ne l'ont pas fait. Maintenant, vous savez aussi, vous ne perdez pas de poids si vous notez ce que vous mangez. Mais c'était une habitude qui donc entraînait d'autres habitudes qui facilitaient l'atteinte de l'objectif. Alors, j'arrive. Je suis toujours dans l'introduction, je sais. Aline, vous stressez déjà parce qu'elle regarde un peu le timing, ou Georges Alain, je sais. Aline ne me connaît pas très bien. Voilà, on verra. La vidéo, elle enregistre pendant 2 heures, donc là, je suis... Alors, la croyance que je vous propose ce matin, c'est « Puisque je suis heureux, je réussis ». Les images, vous les connaissez déjà, je les ai juste inversées. Hein? Comme l'a dit Aline, hein, j'inverse. Voilà, c'est toute la créativité que j'ai amenée, je l'ai inversée. Le but de ma présentation, c'est de faire un voyage un peu particulier avec vous. Et ça a déjà été dit, celui qui est heureux, il est aussi plus confiant, optimiste, plein de ressources. Donc, je suis heureux de faire, j'ai le bonheur à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à dire, déjà maintenant une fois, merci la vie. Ça aurait été chouette le titre que vous avez proposé, mais le titre de mon livre c'est Merci la vie, que vous pouvez découvrir. Un livre sur le bonheur, tout simplement. C'est une histoire où j'ai découvert le bonheur grâce à une amie. Et l'effet secondaire, et j'espère que je ne fais pas des mauvais commentaires pour les suivants. L'effet secondaire de ma réflexion, de ma proposition, c'est qu'avec ça, vous pouvez amener le bonheur au travail. Parce que tous ceux qui l'ont cherché au travail, c'est pas gagné. Mais évidemment, vous pouvez le trouver, le bonheur au travail, si vous l'y amenez. Voilà. Et de temps en temps, ça fait du bien de citer quelqu'un qui est encore plus vieux que moi. Il est tellement plus vieux que moi qu'il est même plus vivant. Albert Schweitzer, qui a dit « Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès ». Donc je n'ai même pas eu de créativité, j'ai juste copié Albert Schweitzer. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Donc là, il parle déjà du flow, il ne connaissait pas encore le mot dans les forêts équatoriales au Congo. On ne savait pas que le flow existait, aujourd'hui on le sait. C'est une excellente piste, j'y reviendrai. Et oui, je l'ai demandé à Gilles Regev s'il allait être présent pendant ma présentation. J'espérais qu'il avait une tâche qu'il occupait ailleurs, mais non, il est présent. Alors, voilà, je prends tout mon courage parce que lui, c'est le spécialiste du changement, ou je devrais peut-être dire, il est le spécialiste du non-changement. Mais là, on discute encore. Donc, je suis dans la situation que je peux dire presque tout ce que je veux, il ne peut pas vraiment réagir. C'est un peu... Tu m'en veux pas trop, j'espère. Alors, l'homme a toujours cherché le changement. Donc l'homme aime le changement. Mais oui, il l'aime pas. Ça, vous savez aussi. On n'aime pas le changement. Alors, et c'est grâce à Gilles que j'ai découvert l'homéostasie. Alors j'aime bien frimer avec ce mot parce que je connais beaucoup de gens qui ne le connaissent pas encore. L'homéostasie, c'est la théorie qui dit qu'un système cherche à rétablir un état d'équilibre d'avant si jamais cet équilibre a été dérangé. Le
Prenez votre bras, un couteau, coupez-vous, pas trop, hein, juste pour me faire plaisir, laissez, et laissez passer quelques temps, et vous allez voir, tout seul, votre bras va redevenir comme avant. Ça, c'est l'homéostasie. Peut-être il y aura une toute petite cicatrice. Mais sinon, le système essaie de rétablir ce qu'il était avant. D'ailleurs, Gilles m'a expliqué que la température de l'être humain est stable depuis des millénaires, des dizaines, des centaines de millions d'années. On a les habitudes. Je vous ai parlé des habitudes. Une bonne habitude, c'est de mettre les téléphones en silencieux. Normalement, c'est Georges Alain qui devrait le dire, et s'il l'avait dit, il l'aurait fait. Mais voilà, maintenant c'est fait. Hein? Oui, je n'épargne personne hein, quand je suis ici. Hein. Après, vous pouvez vous venger le reste de la journée. On n'aime pas changer des habitudes, on n'aime pas les complications. Et après, encore les pertes de l'acquis. Alors, je peux vous dire, après 30 ans de la banque, je savais de quoi on parle, de perte de l'acquis. Hein. Et c'est très fort. On pense, ce qu'on a, on doit le garder. Mais maintenant, avec les cheveux, déjà, je n'ai pas pu garder la couleur de mes cheveux. C'est une des choses que je n'ai pas pu garder. Et j'ai aujourd'hui l'âge, même si je me sens encore très jeune, mais j'ai aujourd'hui déjà l'âge où je constate que dans la vie, il y a des moments où on perd certaines choses. Donc, l'idée de l'acquis est contraire à la vie. Dans la vie, on perd des choses. D'ailleurs, vous savez, in fine, on la perd, la vie. Donc, autant pour garder les acquis. Hein. Garder plutôt le présent que les acquis. Donc, peur, inconfort, résistance, c'est tout ça qui nous fait fuir quelque peu le changement. Alors, on va quand même parler de changement. Tu peux rester, Gilles. Tu peux me dire après ce que tu en penses. Alors, ça c'est le slide pour vous faire peur. Ça c'est les sujets dont j'aurais pu parler aujourd'hui, si on m'avait accordé la matinée. Hein, pour vous ennuyer complètement, là j'aurais réussi de vous endormir. Je les ai groupés autour des 5 thèmes de la journée. Par contre, j'ai tâché de choisir des sujets où je vous amène une nouvelle idée. Au moins certains dans la salle, même si je parle de sujets que vous connaissez déjà différemment, et peut-être vous surprendra l'un ou l'autre endroit. Donc si j'omets certains éléments, c'est parce que je suis parti de l'idée que je n'ai rien de nouveau à vous apporter, ou juste parce que je ne peux pas être exhaustif. Alors, commençons, j'ai définitivement pas assez de mains, avec l'attitude. Alors je suis rassuré en ayant des gens de la gestion de projet devant moi. Je pars de l'idée que vous avez tous un stylo, un crayon à portée de votre main. Je vous invite à prendre un tel outil. Oui, prenez-le. Il ne faut pas me regarder avec un sourire, il faut vraiment le prendre, je suis sérieux, et le mettre dans votre bouche comme ça. J'adore ceux qui rient déjà, ils n'ont rien compris, ils sont trop vite. C'est vraiment l'idée. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Daniel Kahneman, dans son livre Thinking Fast and Slow, il appelle ça un effet idéomoteur. Si je dis vous trompez, vous n'allez pas me comprendre. Vous trompez votre cerveau. Ce qui se passe, c'est que en faisant ça, vous pouvez même le faire sans stylo, hein, c'est possible. Juste prendre cette grimace de celui qui sourit, où on se sent hyper bête, hein, donc faites-le quand vous êtes seul. Votre cerveau réalise la position de vos muscles et pense que vous êtes bien. Et puisque votre cerveau pense que vous êtes bien, il va vous donner encore de ces molécules qui font que vous êtes bien. Donc, c'est une méthode pour être bien. Hein, parce qu'il y a des journées sans. Les Américains disent « fake it till you make it ». Faites semblant, quand ça ne va pas, faites semblant que ça aille, et votre cerveau va tout faire pour que ça le devienne. Alors, la première proposition sur 10 de croyances que je partage aujourd'hui avec vous, c'est « pour aller mieux, il suffit de faire semblant ».
Et cela arrivera pour de vrai. Si c'était vrai, c'est quand même déjà génial. Hein? Vous voyez, hein? Alors, quand je vois le premier, je me fais peur moi-même. Hein? Donc, voilà. Alors, après l'attitude y croire, vous avez tous, je sais, déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Donc, il suffit que je me mette dans la tête, je serai riche et un jour, je serai riche. Eh bien non, jamais. Parce que si vous vibrez « je serai riche », vous savez ce que vous vibrez? Je suis pauvre. Réfléchissez une fois. « Je serai riche » se traduit clairement en « maintenant je ne le suis pas, donc je suis pauvre ». Et c'est ça que vous vibrez, c'est ça que la vie, l'univers, vous le nommez comme vous voulez, perçoit, et il va vous donner ce que vous vibrez. Donc c'est génial, vous serez toujours pauvre. Résultat assuré. Pensez rien au futur, et je le mentionne aussi, pensez rien au négatif. Hein. Si vous voulez faire le test, comment le cerveau fonctionne, prenez une fois votre portable, votre téléphone portable, donnez-le à un enfant de 2 ans et dites à l'enfant, il ne faut surtout pas le jeter dans le WC. Ouais, je crois que vous avez compris, je n'ai pas besoin d'élaborer à plus. Si vous voulez être riche, si vous voulez devenir riche, il faut vous sentir riche. Oui, c'est pas facile, mais ça fonctionne comme ça. Donc, y croire à sa réussite. La croyance que je vous propose, je suis heureux, donc je le serai de plus en plus. Ah ouais, je peux se regarder. Alors, le temps. Catherine, tu te caches où, Catherine? Je sais qu'elle est dans la salle. Ah oui, elle est là. L'ennemi de nous tous, le temps qui nous manque. Juste en passant, combien d'heures par jour voudriez-vous avoir? 25, 26, 28, 30? Surtout pas. Hein? Déjà 24, c'est une catastrophe, donc ne l'empirons pas. Si vous regardez une journée, vous regardez en rétrospectif, vous avez accompli beaucoup de choses et vous êtes insatisfait. Non mais ça c'est aussi l'être humain. Hein? Qu'est-ce qu'on est? Bête parfois, j'ai failli dire un autre mot. Pourquoi on est insatisfait à la fin d'une journée quand on a beaucoup accompli? Parce que bêtement, on voulait accomplir encore plus. Hein? On ne prévoit jamais l'imprévu, sauf Aline, qui vient toujours 1 heure en avance, et c'est grâce à ça qu'elle était juste aujourd'hui. Hein? Prévoir l'imprévu, on peut prévoir l'imprévu. Depuis que je prévois de faire moins en une journée, j'accomplis plus et je suis surtout beaucoup plus heureux, content de ce que j'ai fait. Il y a même des journées où j'ai terminé ce que j'ai prévu à 15h, 16h et je me dis, je pourrais encore faire quelque chose. Et là, le sentiment d'être en avance sur le temps, c'est juste extraordinaire. Croyance, tous les jours, j'arrive à accomplir ce que je prévois. J'en suis heureux. J'arrive à la to-do list. Je suis presque sûr que vous avez tous une to-do list. On ne peut pas gérer un projet sans to-do list, hein, Thierry. Ça se saurait, hein, ça se saurait. Alors, ce que je vous propose, c'est d'en faire 2. Vous en avez une, faites-en 2. Et vous pouvez sortir quelques points de votre to-do list et la déléguer. Non, pas à moi, ça c'est celle qui reste, à la vie. Vous pouvez déléguer des tâches à la vie. C'est des tâches comme trouver une approche pour un projet, c'est comme trouver un lieu pour un atelier, une conférence, c'est comme définir une structure d'un travail que vous avez à faire, d'un rapport. Mettez-le sur cette deuxième to-do list. N'oubliez pas de mettre un délai. La vie a besoin d'un délai. Et après, vous l'oubliez. Carrément, vous l'oubliez. Alors, soyons honnêtes. Vous ne l'avez pas délégué à la vie. Vous l'avez délégué à votre subconscient.
Et votre subconscient va travailler là-dessus. Et c'est juste extraordinaire. Combien de fois ça a déjà super bien fonctionné dans ma vie. Et je ne sais pas à quel moment ça vient. Ça peut être le soir quand je vais au lit, le matin sous la douche. Et pouf, c'est là. Et j'ai rien fait pour. Du moins pas consciemment. Essayez cette nouvelle to-do list. Donc, la croyance pourrait être: la vie travaille pour moi. Il suffit de lui dire ce que j'attends d'elle. Et pour quand? Quel bonheur. Les échecs. On est en Suisse. Il y a une culture suisse. Non, je n'ai pas dit vaudoise. Je ne sais pas. Non, j'ai dit suisse. Et en Suisse, on n'échoue pas. Et si toutefois ça devait vous arriver, alors cachez au moins bien votre échec. Hein. N'en parlez pas. Voilà, ça c'est la culture suisse. Pas comme ça, des entrepreneurs mexicains qui se sont rencontrés, c'est bien 10 ans déjà, et où un dans ce groupe a pris tout son courage et a parlé aux autres d'un échec qu'il a connu. Et la surprise, les autres l'ont suivi. Ils ont constaté qu'ils avaient tous eu des échecs, et surtout qu'ils étaient toujours debout et qu'ils avaient appris énormément de choses. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Évidemment, je n'ai pas toujours fait « yes » quand ça m'est arrivé, mais je ne serais certainement pas ici, là, maintenant, car aucunement compétent si je n'avais pas échoué de nombreuses fois dans ma vie. Donc, ces entrepreneurs mexicains ont créé les Fuck Up Nights. Alors, ceux qui pensent que je parle sale, là, non. Fuck up, c'est pas du tout sale, c'est le mot anglais pour échouer. Et ce sont des soirées ou des événements où des gens parlent de leurs échecs et ce qu'ils en ont appris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà participé à une fuck up night? Oui, madame? Ah voilà, il y a de quoi faire, hein? Il y a de quoi faire. Si vous voyez une fois qu'il y a une fuck up night pas trop loin de chez vous, allez-y. C'est extraordinaire. Et ils vont parler relativement vite, ils sont normalement limités à 7 minutes, hein, s'ils tiennent les règles. Donc vous n'allez pas vous ennuyer, ce n'est pas un qui parle 45 minutes comme moi par exemple. D'ailleurs, on se relève. Vous vous souvenez quand vous aviez à peu près 1 an? Oui, c'est dur de se souvenir. C'était la période où vous avez appris de changer de marcher à 4 pattes à aller à 2 pattes. Et vous êtes tombé une centaine de fois ou des centaines de fois. Et chaque fois vous avez réussi, chaque fois vous avez persévéré. Et j'ai regardé, j'ai observé quand vous êtes arrivé, tout le monde dans la salle marche à 2 pattes. D'ailleurs, là je remercie le bon Dieu que c'est quelque chose qu'on apprend à l'âge de 1 an, parce que si on devait l'apprendre à l'âge adulte, on arrêterait après, au plus tard, 3 tentatives en disant « c'est pas pour moi, j'y arrive pas ». Voilà. On serait tous encore à 4 pattes. Quel bonheur! Si je réussis, c'est super. Et si j'échoue, j'apprends. Je gagne dans tous les cas. Et après, la culpabilité. Pierre-Yves Thalmann a écrit un livre « Au diable la culpabilité ». Lisez-le, il est génial. Surtout, moi je me trouvais à un moment donné en relation avec une personne qui maîtrisait l'activité de culpabiliser. Hein? Il y a des gens qui ont fait un doctorat dans ça. Alors, la vie est géniale avec ces gens, vous êtes toujours dans la culpabilité. La culpabilité, c'est des émotions négatives, c'est bloquant. Assumez votre responsabilité. Et vous pouvez vous sentir coupable si vous avez vraiment fait quelque chose de moche, intentionnellement, pour blesser quelqu'un. Là, la culpabilité, mais seulement là, elle est appropriée. On pourrait peut-être refermer la porte, mesdames, merci. Donc, assumez la responsabilité pour vos actes. Merci beaucoup, Lydie. Imaginez pour une seconde. Vous vous souvenez de M. Bill Clinton? Hein? Et à un moment donné, il y avait des allégations, hein? Il y avait des soupçons. Imaginez si notre pauvre Bill, il avait dit « Oui, messieurs, dames, oui, c'est vrai.
Monica Lewinsky et moi, on a passé des petits moments un peu particuliers ensemble. Et d'ailleurs, c'était génial. On a pris le pied. C'est fini. Maintenant, c'est une affaire entre mon épouse et moi. Et maintenant, messieurs, dames, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail de président de ce merveilleux pays. Et il n'y aura plus aucun intérêt dans son histoire. Il s'est senti très coupable, et vous connaissez l'histoire telle qu'elle a eu lieu vraiment. Donc, tout est sorti quand même à la fin, et il a continué son travail. Donc, la matrice d'Eisenhower, qui dit que je dois faire ce qui est urgent et important, je dois planifier ce qui est important mais pas urgent, je dois déléguer ce qui est urgent mais pas important. Alors, bonjour pour vos collaborateurs, si vous déléguez que des tâches pas importantes, j'aimerais pas travailler avec vous. Et tout ce qui est pas urgent, pas important, on oublie. Ok, là on est vite d'accord. Ça c'est comme on enseigne la matrice de Eisenhower. La question que je vous pose, c'est où est-ce qu'on peut faire la différence dans la vie? Ben, en faisant l'urgent et l'important? Non, pas du tout. Déjà, tout le monde le fait, et ça s'appelle avoir la tête dans le guidon. Alors déjà, vous êtes là, vous êtes l'exemple, vous donnez l'exemple qu'on peut sortir la tête du guidon. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, mais pas urgent. De la formation, par exemple. La différence que vous pouvez faire, et d'où la flèche verte vers le haut, c'est dans les activités qui sont importantes, mais pas ou pas encore urgentes. Comme formation, comme méditer, comme déléguer, se préparer, féliciter quelqu'un, vous voyez, j'y reviens, écouter quelqu'un, découvrir des choses. Ça, c'est toutes les activités, et la liste est plus longue. Je pourrais continuer à la table ronde aujourd'hui, là, je n'ai pas le temps. Ça, c'est les activités où vous pouvez faire la différence, parce que les autres, tête dans le guidon, ne les font pas. Quel bonheur! Tous les jours, j'investis une heure, dans des activités importantes qui ne sont point urgentes. Il y a 3 cercles. Cercle de préoccupation. Ça, c'est par exemple la politique de l'extérieur de Donald Trump. Ça, c'est une grande préoccupation, moi. Ou la qualité du jeu de l'équipe nationale de foot de la Suisse. Ça, c'est une grande préoccupation de moi. On passe beaucoup de temps avec ce genre de préoccupation. Après, là-dedans, il y a le cercle d'influence. Ça, c'est ce que fait ma chérie. Ça, c'est ce que font mes enfants, les notes que mes enfants ramènent à la maison. Oui, j'ai une certaine influence, mais in fine, je ne peux pas y faire grand-chose. Hein. Regardez le bordel dans la chambre des adolescents, ça remet tout de suite en place l'influence des parents. Par contre, il y a un cercle de contrôle. Et ça, c'est ce que vous faites. C'est un peu décevant, hein, parce que c'est ni ce que fait Donald Trump, ni les footballeurs, ni les gens autour de vous. C'est dans le cercle de contrôle que vous investissez bien votre énergie, parce que pour l'énergie mise, vous avez une grande chance d'en tirer des résultats. Imaginez la croyance dans mon travail, j'opère à 80%, voire plus, dans le cercle de contrôle. Hein? Fini de rouspéter, fini de s'auto-apitoyer et tout ça, tout ça, c'est dans le cercle de préoccupation. Alors Fabienne, on n'a pas assez de choix. Je t'invite à lire le livre Practical Wisdom de Barry Schwartz, qui nous explique qu'on a trop. On a trop de choix aujourd'hui. Pourquoi les gens qui ne sont pas là aujourd'hui sont-ils pas là? Parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir à quel événement ils pourraient aller, parce qu'il y en a tellement, et en y réfléchissant, ils vont à aucun. Hein? En plus, ils ont la tête dans le guidon, ça vous avez compris maintenant. Je regarde parfois ma chérie, je ne la regarde pas, mais je la vois disparaître dans le dressing, et normalement, 15 minutes plus tard, elle réapparaît habillée. J'étais quand même curieux. Pourquoi elle met 15 minutes pour s'habiller? Alors je suis rentré 2-3 fois à l'imprévu dedans. Elle était toujours habillée, mais chaque fois différemment.
Alors on m'a dit, c'est un mauvais exemple, tu ne comprends pas les femmes. Ok, d'accord, je ne comprends pas les femmes. Je ne vivrai pas assez longtemps. C'est d'ailleurs aussi que des hommes qui disent, j'ai une pile de t-shirts, ce sont tous les mêmes, donc comme ça je ne perds pas d'énergie à réfléchir comment je m'habille. Quand je travaille avec Eric, on ne réfléchit plus jamais, ni au lieu, ni à l'heure. Ça c'est d'office. Donc on est libre pour décider encore la date et les sujets. Ou quand je vais manger avec quelqu'un, parfois le temps qu'on perd et l'énergie qu'on perd pour trouver le restaurant, pour trouver le menu, la moitié du temps est perdu et vous êtes fatigué, mais vous êtes venu pour échanger avec cette personne. Pour aller bouffer bien, je peux aller seul. Donc, parfois on met l'énergie. Est-ce que vous avez déjà décidé le soir quand vous allez vous lever le lendemain ? Moi, je ne me leverai jamais si je réfléchirais comme ça. Je délègue volontiers des choix à des habitudes ou à des choix prédéfinis. Csikszentmihalyi a défini le flow. Le flow, c'est quand je fais quelque chose et j'ai l'impression que la tâche et mes compétences sont en adéquation. D'ailleurs, ce qui est important, on parle de la perception de la personne. Si je me sens à la hauteur de la tâche, même si je ne le suis pas, je suis dans le flow, je me sens bien. Si je pense que la tâche est au-dessus, je suis dans l'anxiété, qui amène ultérieurement vers le burn-out. Et en dessous, je suis dans la nuit, qui amène, même pour ça, on a trouvé un super mot dans le bore-out. Les deux nous rendent malades, donc heureux et désireux de le rester, je passe mon temps dans le flow. C'était les 10, je ne sais pas si vous avez compté. Donc, un dernier dans quelques minutes, mais l'idée est, vous avez compris qu'il faut être heureux. Maintenant, il faudrait comprendre encore qu'il faut le rester. Pour rester heureux, et moi je le dirai encore un peu autrement, pour rebondir et réussir durablement dans un monde en changement, il faut de la résilience. Il faut choisir sa réponse à des choses qui nous arrivent dans la vie. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrive, mais vous pouvez choisir ce que vous en faites. Quand je suis tombé de la moto et j'avais la hanche cassée, là aussi j'avais le choix de le prendre bien ou mal. Mais c'était arrivé, je ne pourrais plus le changer. Et puisque je me spécialise maintenant sur la résilience, j'ai réfléchi longtemps ce qu'il faut pour être résilient. Et ma première réflexion était, mais c'est clair, il faut être dur. Il faut être dur pour résister. Alors j'ai fait le test, je me suis dit, voilà, une pierre, ça c'est une pierre que j'ai volée sur les tracés des CFF. Je me suis dit, une pierre, ça c'est résilient. Eh bien non, ça ne rebondit pas. Mince. Alors j'ai continué à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut pour être résilient? Non, j'ai mis quelque chose dessous la table et il n'est pas foutu, je te rassure. Alors je me suis dit, il faut être souple. Il faut être doux, il faut être souple. Qu'est-ce qui représente, voilà, la souplesse? Moi j'ai trouvé qu'un œuf devrait faire l'affaire. Alors je me suis dit, qu'est-ce que l'œuf va-t-il nous faire? Oh mince! Ça ne rebondit pas non plus. Ah zut! J'étais déçu. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça pourrait être qui rebondit? J'ai volé la petite balle à ma chienne. Eh mais c'est ça! Ça rebondit! C'est dur et c'est souple. Eh oui, mince, c'est pas aussi simple. Il faut encore trouver le bon équilibre. La résilience, c'est le bon équilibre entre détermination et souplesse. J'espère que la démonstration vous a plu. Il faut aussi un peu de courage, ça vous avez compris. Je suis quand même content, l'œuf n'a pas trop chiclé. Ça va. Je viens à ma dernière proposition. Et je vais vous parler d'un TED Talk. Alors ça aussi, j'aime bien parler de TED Talk, ça frime bien. Et je pars de l'idée que tout le monde sait ce que c'est un TED Talk.
temps en temps, j'ai déjà posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas ce que c'est un TED Talk? Et vous voyez, hein, il y a du potentiel, Charles Alain. Alors, et c'est pour vous que j'ai fait ce slide. Les TED Talks, ce sont des présentations d'orateurs souvent hyper qualifiés. Et pourquoi je les aime? Pas les orateurs, les TED Talks, les orateurs aussi. Je me perds. Pourquoi j'aime les TED Talks? Pour deux raisons. Premièrement, on coach les présentateurs pour que la forme soit bonne. Hein? Parce que vous savez aussi, il n'y a pas pire qu'un présentateur qui a un sujet hyper intéressant mais qui ne sait pas le présenter. Ça, c'est déjà bien. Mais le deuxième élément, c'est encore mieux, c'est qu'on les limite à 15 voire maximum 18 minutes. Hein? Parce que qui veut entendre, qui veut écouter quelqu'un pendant 45 minutes? Personne. Sauf des mazos comme vous, voilà. Dans des TED Talks, en 15 à 18 minutes, vous avez des contenus de livres entiers. Alors désolé pour Payot et d'autres libraires, hein, parce que ça va faire descendre les ventes. En 15 à 20 minutes, vous avez des contenus super bien présentés. Et franchement, un TED Talk par jour, parce que ce n'est pas urgent de le regarder, mais important. Ça pourrait faire toute la différence. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'était le 18 juillet 2018. Impossible d'oublier cette date. Parce que c'est la date où j'ai commencé à haïr mon fils. Parce qu'il m'a envoyé un lien vers un TED Talk, et il me connaît, hein, c'est pour ça que je l'ai haï. Je le dis dans le passé parce qu'on s'est réconciliés depuis. Il m'a envoyé un lien vers un TED Talk qui s'appelle la thérapie de la douche froide. Alors, on parle de quoi? L'orateur Joël Rugnon raconte son histoire. Il a raconté à une personne qu'il a croisée, ah oui, je vais me lancer dans un projet, je vais faire ceci et cela, donc oui, alors je pense que dans un à 2 ans, je vais me lancer. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu ne te lances pas maintenant? Alors Joël, il était déjà un peu embêté parce qu'il venait de l'expliquer, alors il a réexpliqué et terminé sur « et de toute façon, je ne suis pas encore prêt ». Comme ça, c'était clair. Et l'autre dit « mais pourquoi tu ne te lances pas maintenant ?»« Non mais, quel âne !» Et il a continué « tu sais, moi je pense, tu es prêt. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour, sauf... tu ne veux pas quitter ta zone de confort. Donc ce qu'il te faut, c'est la thérapie de la douche froide. Les prochains 30 jours, prends tes douches froides. Mais froide, hein? Ma chérie pense froide, c'est pas très chaud. Non, froide, c'est vraiment froid. Hein? Prends tes douches froides pendant 30 jours. Et Joël, la prochaine douche qu'il prend, froid, il crie même. Il dit comme une nana, hein, je ne sais pas pourquoi il a cette image, hein, mais il dit que c'est horrible, c'est dur, c'est douloureux, c'est la souffrance. Par contre, dès qu'il arrête l'eau, la souffrance se termine. Et c'est une souffrance auto-infligée. Oui, il y en a qui disent maso, mais je ne suis pas d'accord. Donc c'est un choix. Et il a fait ces 30 jours de douche froide. Emmanuel m'envoie ce lien avec ce contenu, me connaissant que j'ai le sens du défi. C'est pour ça que je l'ai haï, parce que la prochaine douche, j'avais pas d'option, j'avais pas de choix. Franchement, fallait la prendre froide. Et je vous confirme, c'est horrible. Et puisque je suis aussi têtu, depuis le 18 juillet 2018, j'ai pris une douche chaude. Sur recommandation bienveillante de ma chérie, et je l'ai regretté, parce que la prochaine froide, elle était dure, beaucoup plus dure. Et pour parler des décisions, je vous rassure, je ne prends jamais la décision, je vais prendre une douche froide, parce que je craquerai au moins 2 fois sur 3. Ce n'est pas une décision. Je sais, c'est comme si dans ma douche, il n'y avait que de l'eau froide. Ma main n'arrive pas à tourner. Donc c'est toujours froid, c'est toujours horrible, ça ne change pas.
On discute, Manuel et moi, si c'est possible que l'eau froide soit encore plus froide en novembre. Déjà, en août, en juillet, je me suis demandé comment ils arrivent à sortir de l'eau aussi froide. Quand il fait 30 degrés, tout le monde parle de canicule, mais ça caillait, hein, vraiment. Je ne sais pas comment ils font, et je pense que c'est encore plus froid maintenant. Enfin. Alors, on peut s'entraîner à quitter sa zone de confort. Je vous souhaite de profiter bien de cette journée. Vraiment, profitez un max. Parce que la prochaine douche, elle arrivera.